Des paysages XXL, des lumières incroyables, des ambiances hors du commun. Soyez les bienvenus dans le Haut-Béarn, en Vallée d'Aspe. Un territoire que nous allons parcourir aujourd'hui exclusivement en compagnie de femmes qui vivent avec passion ces montagnes. Nous partirons tout d'abord en randonnée avec Françoise qui nous racontera de belles histoires humaines, notamment l'incroyable chemin de la Mature. Puis nous partirons au cirque de l'Esquin à la rencontre de Danielle, un personnage hors du commun, à la fois bergère, artiste peintre et maire de sa commune. Enfin, nous suivrons des sportives de haut niveau qui participent au programme Première de Cordée. Objectif, favoriser l'émergence des femmes dans le milieu de la haute montagne. Cap sur la vallée d'Aspe, la montagne au féminin. La vallée d'Aspe s'étire sur une quarantaine de kilomètres le long du Gave qui lui a donné son nom. Elle est réputée pour offrir des randonnées pleines de surprises comme celle vers le col d'Arras et le chemin de la Mature que Françoise, accompagnatrice en montagne, veut faire découvrir à Eric. Bonjour. C'est bien, on est tout de suite dans l'ambiance. Hein. la côte, un bon dénivelé pour commencer. La boue, la pluie. Françoise parcourt toutes les Pyrénées, aussi bien du côté français qu'espagnol, mais elle a une affection particulière pour cette partie du Haut-Béarn. Qu'est-ce qui fait la particularité, selon toi, de la vallée d'Aspe par rapport aux deux autres vallées du Haut-Béarn? Je pense que c'est une vallée d'Aspe qui est un petit peu plus sauvage. Déjà, par rapport à la vallée d'Ossau et la vallée du Barretous, nous n'avons pas de station de ski. Donc on n'a pas un développement touristique qui s'est fait comme dans les autres vallées. Ce qui fait que ça préserve un petit peu effectivement cet endroit. On est aussi moins d'habitants. Cette ambiance, elle se sent dans les randonnées. Tu dis plus sauvage, Oui, c'est notable. Oui, on a vraiment des endroits où on peut vraiment encore aller, où on peut ne pas rencontrer trop de monde. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Alors, en fin de compte, c'est une structure mégalithique qui a été découverte par le groupement archéologique de Pau en 2017, ainsi qu'un garde du parc. Et on devine bien les dalles qui sont à la verticale. C'est à les dalles, c'est Voilà, ça? c'est ça. Ça et ça, quel Voilà. âge? Alors ça date un peu de la proto-histoire et du coup c'était un endroit où, donc c'était une chambre funéraire. Ils ont estimé à ce qu'il y avait quand même 2 individus qui étaient enterrés à cet endroit-là. Je ne pensais pas rencontrer des hommes qui ont vécu 3000 ans avant notre ère, donc il y a 5000 ans, en partant en randonnée comme ça ici, c'est super. C'est ça. Là, on vient de passer donc le col d'Arras. C'est quelle altitude? 1300 mètres d'altitude. Et là, on va aller se diriger vers ce petit mur de pierre qui a une belle histoire. Alors rien qu'en regardant les pierres, on voit qu'on n'est plus au néolithique. Mais Non, là c'était un petit peu plus C'est quoi? tard. Me dis pas que c'est une maison quand même ici? Oui, c'était une maison. Non. Et il y en a eu plusieurs ici. Et ici, on est sur ce qu'on appelle le quartier d'Arras. Donc c'est un quartier qui a été habité avant la Première Guerre mondiale. Et vous n'allez pas en revenir, mais il y avait à peu près 10 maisons, donc 11 familles, et ça représentait une centaine de personnes qui habitaient ici à l'année. Et alors, là où on peut plus imaginer, nous, à notre époque, c'est que les enfants de ce quartier descendaient jusqu'à Etsotte, en galoche avec de la paille dedans, jusqu'à Etsotte, donc pour aller à l'école.
Incroyable. Et remonter le soir, bien sûr. Hein. Et alors, il y en a certains, ils me disaient, alors le matin, on descendait très très vite, mais alors le soir, on traînait un petit peu plus la galoche. C'est un beau travail de mémoire que tu fais, parce que ces histoires-là ne rentreront pas dans les livres d'histoire. Oui, alors des écrits, il n'y en a pas, des photos, j'en ai pas trouvé. Et du coup, je suis allée à la rencontre des anciens. Voilà, donc sur Etsot, je suis allée voir plusieurs personnes qui avaient des souvenirs donc, de cette vie ici, dont les grands-parents ont raconté, etc. Et donc j'ai pu avoir des petites brides par-ci, par-là, par les anciens du village d'Etsot. Quelle belle histoire, c'est incroyable. Oui, Ouais, et puis c'est vraiment un très très bel endroit parce qu'il faut s'imaginer aussi ici au printemps, c'est plein de jonquilles, c'est magnifique. Enfin, c'est un endroit un peu particulier avec effectivement cette fameuse histoire d'habitat hors du commun. Là, on est aux Granges Péry. Bel endroit pour faire une petite pause. Oui. Regarde, je suis en train de regarder en face. C'est quoi ce petit oiseau? Rouge-gorge. Ah ouais. Voilà. Et comme quoi, prendre le temps et se laisser surprendre, ça fait aussi partie Oui, du charme. complètement. Là, voilà, ça peut être... avant-hier, j'étais avec des enfants. On avait une marmotte à 10 mètres. Explique-moi, Françoise, avec tout ce que tu sais sur cet endroit et ta connaissance de la montagne, je me dis que tu es obligatoirement de la vallée d'Aspe et fille peut-être même d'un accompagnateur de montagne. Ah non, pas du tout. Et bien moi, j'arrive de bien plus loin, puisque j'arrive d'Alsace. J'étais secrétaire pendant 15 ans dans une auto-école. Et quand je suis arrivée ici en 98, je ne trouvais pas de travail, j'avais du temps. Et du coup, je me suis entraînée pour passer mon probatoire d'accompagnatrice en montagne, que j'ai eu en 2001. Est-ce que, selon toi, il y a une approche un peu différente entre un accompagnateur et une accompagnatrice? Ah bah oui, bien sûr. C'est quoi alors cette différence? Peut-être c'est ce côté un peu féminin, un peu maman, j'en sais rien, mais bon, j'aime beaucoup m'occuper des gens et être attentif à ce qu'ils passent un bon moment. Et du coup, peut-être ce côté-là, ou quand il y a des enfants. Moi, ce que je trouve qui est important, c'est que les enfants surtout, aient une approche ou une envie de revenir à la montagne. Pour Françoise, la montagne est comme un livre qui raconte des histoires humaines. Certaines sont difficiles à croire, comme celle du chemin de la Mature. Tout commence au XVIIe siècle, quand Louis XIV lance un ambitieux programme de construction de navires de guerre pour la marine royale. Après l'exploitation des forêts de la vallée d'Aspe, facilement accessible, la ressource vient à manquer. Un siècle plus tard, on décide de se tourner vers la forêt du Pac, un massif d'altitude. Problème, le seul chemin pour rapatrier les immenses troncs vers le bas de la vallée rencontre un obstacle a priori infranchissable, des gorges profondes de plus de 200 mètres. On charge alors un ingénieur royal, Paul-Marie Leroy, de trouver un moyen pour passer. Alors la solution qui a été trouvée donc, pour accéder à cette forêt du Pac, ça a été de creuser ce chemin directement dans cette falaise qui est à pic. Et donc c'est des ouvriers qualifiés qui ont creusé cette voûte qui fait 4 mètres de haut et 4 mètres de large. Ils descendaient avec des cordes par le haut parce que c'était plus facile d'attaquer le travail par le haut. Et ensuite ils utilisaient donc des baramines pour pouvoir mettre la poudre. Donc c'est grâce à la poudre qu'on a pu créer et creuser ce chemin. Et donc ensuite ça a explosé. Et c'est ce qui a permis donc de faire cette voûte-là, relativement large, pour pouvoir faire passer. C'est complètement titanesque comme chantier. C'est incroyable, c'est quand même un chantier qui a duré, où les travaux ont duré à peu près 3 ans, pour une exploitation de 5 ans. Seulement? Oui, seulement quoi. Voilà. Mais alors, raconte-moi comment se passait le passage ici. Donc ils arrivent de là-haut, avec des bois qui peuvent faire combien au maximum de long? 30-40 mètres de long. Donc ils mettaient ça sur ce qu'on appelle des trains à bois. Une paire de bœufs à l'avant, des roues cloutées pour pas que ça glisse. Et il pouvait y avoir, en fonction de la longueur du tronc et du poids, jusqu'à 8 paires de bœufs à l'arrière pour retenir le tout. Voilà. Et donc tout ça, ça descendait jusqu'au port d'Atas, où à partir de là, c'était mis sur le gave et
c'était emmené sous forme de radeau jusqu'à Bayonne. Et donc on a construit des bateaux Oui. pour le roi de France avec des arbres, Des arbres venant qui d'ici. viennent Ouais. d'ici, ouais. Pour finir cette spectaculaire randonnée, Françoise invite Éric à rejoindre un monument, lui aussi hors du commun, le fort du Portalet. En 1842, le roi Louis-Philippe ordonne la construction de cette impressionnante fortification en altitude afin de contrôler cet axe de communication avec l'Espagne. Ça donne l'impression d'être immense à l'intérieur. Oui, c'est assez grand, c'est plusieurs bâtiments qui sont reliés. Et on compte à peu près 500 marches entre le bas et le haut du fort. Conçu pour abriter 400 hommes, le fort est abandonné en 1925. Mais à la Seconde Guerre mondiale, il va de nouveau être utilisé. À l'automne 41, c'est devenu une prison militaire. Le maréchal Pétain y a enfermé plusieurs hommes politiques, dont Léon Blum. Voilà, pendant de l'automne 41 à l'automne 42. Et ironie du sort, à un moment donné, c'est Philippe Pétain qui a été enfermé ici. Et quand il est arrivé dans ce fort un peu austère, il a dit que s'il avait su, il n'y aurait pas enfermé ses pires ennemis. J'étais venu voir des beaux paysages et j'ai été servi, mais en fait, tu n'as cessé de me raconter des histoires humaines. Oui, parce que la vallée d'Aspe, elle est très riche de toutes ces histoires, par ces différentes constructions quand même incroyables entre le chemin de la Mature, ce fort un peu troglodyte qui permet de raconter un tas d'histoires aux gens qu'on emmène en montagne. Nous partons maintenant dans l'un des trésors de la vallée d'Aspe, le cirque de l'Esquin. Éric a rendez-vous avec Danielle, bergère. Pendant des millénaires, dans les montagnes béarnaises, seuls les hommes gardaient les troupeaux. Aujourd'hui, il y a 25% de femmes sans qui cette activité ancestrale serait en péril. On voit qu'elles te reconnaissent, hein. Oui, vu le temps, elles ont envie de rentrer à la bergerie. Bonjour les filles. Voilà, elles ne sont pas très sauvages. Quelle race c'est alors ça? Alors c'est la race basco-bernaise, une race laitière et à la fois rustique. Aujourd'hui, on a vraiment du mal à se rendre compte ce qu'est le cirque de l'Esquin. Allez, imaginons, on est en plein hiver, il y a de la neige, il y a ciel bleu. Qu'est-ce qu'on aurait autour de nous? On aurait un panorama époustouflant. On a les orgues de Camplon, le Contende, le Pic d'Anny, puis le billard qui est accroché au deck de Lieurs. Derrière, il y a les aiguilles d'Ansaber. C'est un cirque qui est né d'un glacier qui était présent ici, qui a laissé son empreinte et donné cette forme-là. Ça crée une ambiance, non? La particularité du cirque de l'Esquin, c'est un cirque ouvert. On n'a pas ce sentiment d'enfermement qu'on peut avoir dans un cocon. C'était quoi ton enfance ici, dans le cirque? Un de mes plus beaux souvenirs, c'était de faire des cabanes. Ça, je crois que tous les enfants ont rêvé de ça. On n'avait pas la télé. Voilà. Donc tu étais en permanence dehors, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, une enfance qui marque quand même. Oui, j'ai l'impression vraiment qu'elle m'a marquée. Et en parlant avec les gens, je me rends compte qu'elle est différente de ce que la plupart des gens de ma génération ont vécu. Comme beaucoup de jeunes dans ces hautes vallées, Danielle est partie pour faire des études. Après plusieurs années loin d'ici, elle revient sur les terres de son enfance. Preuve de son attachement, elle devient mère de l'Esquin. Il y a Danielle la bergère, Danielle la mère, mais le portrait ne serait pas complet sans Danielle l'artiste. C'est ici que tu travailles alors? Oui. Voilà, une baie vitrée qui amène de la lumière.
Merci de nous montrer cet endroit, parce que c'est un lieu intime quand même, un atelier. Oui, oui, tout à fait. C'est quand même l'antre de l'artiste. C'est quoi ça? C'est une roche? C'est un caillou? C'est quoi? C'est un caillou, voilà. C'est un caillou qui fait partie d'une galerie de portraits de cailloux que j'ai... Ah, t'as appelé ça portrait de caillou? Oui, le détail peut raconter une histoire. Oui, parce que le terme portrait, généralement, ça s'applique plutôt à une personne. Oui, oui, oui. Et toi, ouais. tu dis, le caillou mérite qu'on en fasse un portrait. Oui, Ouais. bien sûr. Je suis très surpris, Daniel, de voir que tu n'utilises pas un pinceau, en fait. Qu'est-ce que tu utilises pour peindre? Non, c'est une plume taillée dans du sol. C'est du bois. Oui, ouais. c'est du bois. Le trait est assez épais par rapport aux plumes qu'on trouve dans le commerce. Et en fait, la gestuelle dégage une énergie qu'il faut sentir. La bergère a besoin de l'artiste peintre. En fait, je suis devenue artiste en même temps que bergère, parce que étant fille d'agriculteur, mon rôle était de garder les brebis, et j'ai commencé à faire de la peinture en gardant les brebis dans les pâturages du village. Et la peinture a été tellement importante que j'avais décidé très tôt de faire des études. Donc j'ai fait les beaux-arts avec le soutien de mes parents. Mais dans un coin de ma tête, il y avait toujours l'idée de projeter sur l'Esquin, sur ce village. J'avais envie de faire un lien comme ça, un peu autobiographique, avec le quotidien. Et c'est toujours aussi un rapport intime. Quand on passe l'hiver avec un troupeau tous les jours, on les regarde différemment. Je me trompe, ou pour être pleinement toi, tu as besoin de vivre ici? Enfin, l'Esquin, les montagnes, mon vécu ici me donne peut-être beaucoup plus d'énergie que si j'avais dû rester en ville. Dans les Pyrénées, il y a autant de façons de vivre la montagne qu'il y a de femmes. Cécile est elle aussi une enfant du Béarn. Ses parents étaient des pyrénéistes convaincus, notamment son père, un guide de haute montagne réputé pour sa soif insatiable de découverte. Tes premiers souvenirs de marche en montagne, de randonnée, ils remontent à quand? Je crois que je pourrais dire que mon premier souvenir, c'était la voie normale de l'Osso. Carrément. T'avais quel âge? J'avais 7 ans. Oui. Donc on était avec ma sœur qui avait 7 ans aussi, puisque j'ai une sœur jumelle, et ma petite sœur de 5 ans, et mon papa. Tu partages ces montagnes avec Peyo, ton compagnon, qui est donc accompagnateur de montagne comme toi, qui fait du ski hors piste l'hiver comme toi, de l'escalade comme toi. Qu'est-ce que ça vous apporte de vivre ensemble des aventures dans ces montagnes? Je crois qu'on partage aussi le travail de la photo, de l'image, et ça pour nous c'est de belles excuses pour s'inventer des belles escapades en montagne et trouver le bon endroit, la bonne lumière. Je crois que la montagne elle a vraiment la faculté de nous amener à plein de choses différentes, mais ce côté où elle peut être dangereuse, austère, on se prend un gros orage, on se demande ce qu'on fait là, il y a des jours où on se dit mais pourquoi on s'est levé ce matin? Voilà, et parce qu'on a peur, et puis il y a des jours en fait la récompense elle est là et on se dit c'est bien pour ça que je suis en montagne et que j'y reviens. Et puis ce que j'ai remarqué c'est qu'on a souvent aussi un plaisir après coup. Parfois sur le moment c'est dur, on en souffre, on galère, et c'est plutôt après, une fois de retour à la maison, qu'on se dit ah quand même, un des points les plus importants en montagne, c'est ce partage. Cette passion, Cécile veut la transmettre. En charge du développement au comité départemental des clubs alpins des Pyrénées-Atlantiques, elle supervise un programme novateur, au nom évocateur, Première de Cordée.
une formation destinée exclusivement aux femmes. La session d'aujourd'hui a pour cadre l'un des sites les plus réputés en France pour l'escalade, les vertigineuses parois du chemin de la Mature. Et c'est quoi l'objectif alors ? L'objectif, c'est de chercher à travailler sur la mixité des groupes en montagne, tout simplement. Voilà, on a remarqué que dans les clubs, il y avait des pratiquantes, il y avait très peu d'encadrantes et du coup, on cherche à travailler sur, avec ces filles sur leur autonomie en montagne, leur donner confiance pour qu'elles aussi, elles se sentent d'encadrer des groupes à leur tour. Donc l'idée de ces groupes, c'est aussi d'offrir un petit cadre de confiance pendant 1 an, le temps qu'elles prennent confiance et qu'à leur tour, elles osent s'imposer dans les groupes et dire moi aussi, je propose cette sortie. Voilà. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur 1800 guides de haute montagne en France, les femmes ne sont qu'une quarantaine. Nathalie, on le sent un petit peu que ce milieu de la montagne, alors on va oser le mot, parfois il est un peu macho quand il s'agit justement de mettre des gens à l'avant dans les prises de décision. Macho peut-être pas, mais les hommes vont plus facilement prendre l'initiative et les femmes peut-être un peu moins. Non pas parce qu'elles n'auront pas la connaissance, mais parce qu'elles oseront moins en fait. Je pense. À t'entendre, c'est presque entre guillemets de votre faute si vous prenez pas assez de place parce que vous n'osez pas, c'est ça ? Peut-être. Et entre nous, entre filles, en fait, on n'a pas ce côté, on va pas oser en fait. On va dire, il y en a une qui va le dire naturellement, les autres vont acquiescer ou pas suivant la situation et on se met en avant chacune à son tour en fait. Tu nous oublies pas, hein ? Non, promis. Merci. Gaëlle est anesthésiste. La montagne est sa passion, un endroit où elle vient se ressourcer. Encadrée par Philippe, formateur et guide de haute montagne, elle prend aujourd'hui la place de première de cordée. Charge à elle de sécuriser Eric, de le guider, de le rassurer. Et donc là, tu écartes bien les jambes et progressivement, tu vas t'asseoir dans le baudrier. Ok. Voilà. Les pieds sur la falaise. Voilà, super. Comme ça. Ah, c'est assez impressionnant, hein ? Très bien. Ouf ! Pour toi, qu'est-ce que tu as le plus à apprendre ? Quels sont tes axes d'amélioration, comme on dit à l'école ? Prendre confiance et acquérir des techniques et de la pratique pour être capable d'amener des gens avec moi en seconde cordée. Parce que pour le moment, ça. t'oses pas les emmener parce que quoi, tu te dis que t'as pas le niveau ou... Ouais, et puis avoir la responsabilité de les amener en sécurité en montagne, c'est ça surtout. J'ai besoin de pratiquer plus en tant que leaduse pour pouvoir amener après des gens. Allez Gaëlle. Ça va, Gaëlle se débrouille bien ? Carrément, elle cherche, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, ce qui est bien, c'est de chercher. Et les filles là-bas, elles se débrouillent très bien, elles ont choisi d'elles-mêmes une première de cordée. Et c'est ce que je voulais faire, c'est pas à moi de les désigner. À un moment donné, tu t'engages. Dans la vraie vie, c'est fait comme ça. Est-ce que tu trouves qu'il y a une approche un peu différente entre les hommes et les femmes par rapport à la montagne ? J'ai envie de croire que les prises de décision, ce n'est pas genré. Les filles sont tout à fait capables de prendre des décisions et de gérer des risques. Alors qu'on est bien d'accord que le manque de femmes dans le milieu de la haute montagne, c'est pas lié à des questions physiques ou des questions de courage. Pas du tout, pas du tout. Je pense que culturellement, si on prend l'exemple que je connais le mieux, celui des guides, les femmes restaient à la maison pendant que les hommes allaient gagner un peu plus que leur... ils allaient faire le métier de guide ou de muletier en montagne il y a très longtemps. Dans la compagnie des guides de Cham, il commence à y avoir quelques femmes guides. Maintenant, dans chaque promo à l'ENSA, il y a de plus en plus de femmes guides. Et c'est très bien.